super. Ça y est, donc voilà, l'enregistrement a démarré, très bien. Avant ça, donc je posais une autre question, qui était, tac, tac, tac: «Est-ce qu'il y a des gentils dans cette salle?» Voilà ce que je partais je parlais de mon dernier ouvrage sur la gentillesse et du coup, je posais la question si, voilà, il y a des gentils dans la salle et oui, visiblement, il y en a. Super. Voilà, donc ça, c'est également, heu OK. Très bien. Sachez que voilà, la gentillesse, c'est une vraie valeur, c'est vecteur aussi, d'opportunités. C'est pas du tout une faiblesse comme certaines personnes pourraient nous le faire croire dans notre société bah, justement, c'est ce dont on en parle dans cet ouvrage. Parfait. Donc voilà pour la petite histoire autour des soft skills. Donc ça a commencé comme ça, à travers un défi et que de fil en aiguille, c'est devenu un ouvrage et aujourd'hui, bah, c'est devenu donc des ouvrages et des conférences aujourd'hui. Donc vous pouvez, en profiter aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier aspect, de mon activité et ça n'a également parlé d'une deuxième casquette en fait, qui peut peut-être surprendre. Parce qu'en effet, bah, j'ai pu obtenir des titres, notamment un titre de champion du monde oui, champion du monde en mind mapping parce qu'il y a des sports du cerveau, de la compétition en sport du cerveau en effet, j'ai pu participer en 2018 au championnat du monde de lecture rapide et de mind mapping et repartir avec le titre de champion du monde de mind mapping. Donc ça fait partie également, de mes activités qui est donc, l'enseignement, le partage, la formation sur ces techniques-là. Donc, des techniques pour mieux apprendre, des techniques pour mieux utiliser son cerveau bah, comme vous en doutez, le fait d'avoir pu travailler avec, Tony Buzan qui est, le créateur de ces sports et le créateur du mind mapping et le fait d'avoir obtenu le titre, bah, ça m'a, bien entendu, permis de faire plus de conférences donc d'où cette présentation. Donc je ne vais pas passer plus de temps sur ma présentation parce que c'est pas le sujet, mais au moins vous comprenez un peu mieux pourquoi je vous parle de soft skills, pourquoi je vous parle de sport du cerveau, parce que, bah, c'est des passions qui font partie de mon métier aujourd'hui. Donc maintenant parlons de ces soft skills dont, je vous ai parlé, juste avant bah, notamment, bah, qu'est-ce qui se cache derrière cette notion-là? Que sont les soft skills? Et donc, bah, pour cela, bah, je vais vous présenter, bah, déjà quelques éléments, sur, bah, les soft skills, des exemples également pour que vous puissiez comprendre, bah, le fait que, bah, vous les avez déjà, en fait. C'est pas des compétences que, le certaines personnes ont et d'autres n'ont pas, contrairement peut-être à des talents. On peut dire, bah, voilà, il y a des personnes qui sont douées, qui ont eu la chance de naître avec le talent de la créativité et d'autres non. Non, la philosophie des soft skills, ça, ne fonctionne pas comme ça. Dans la philosophie des soft skills, eh bien, on part du principe que tout le monde, tous les humains peuvent développer ces compétences. Alors, de quelles compétences s'agit-il? Donc j'ai fait bien entendu une mind map, hein, une carte mentale pour pouvoir, structurer ma pensée pour partager, cette conférence avec vous dans, cette notion de soft skills, il y a déjà le premier mot qui est le plus important, qui est la notion de compétence. Parce que les soft skills, ce ne sont pas des traits de personnalité, par exemple, en disant: «Bah, voilà, je suis curieux», généralement, un trait de personnalité, on va le présenter de cette manière. «Je suis» plus un adjectif, parce que ça fait partie de son identité. Les soft skills, donc oui, ils sont liés à la personnalité, on va le voir pourquoi juste après, mais ce n'est pas forcément des traits de personnalité, ce sont des ressources, des compétences que vous avez et des compétences non techniques. C'est-à-dire qui ne dépendent pas d'un métier et qui ne dépendent pas d'un outil. Donc, par exemple, vous avez, des compétences en, comptabilité ou des compétences en, développement informatique, eh bien, ce sont des compétences techniques. Les soft skills, eh bien, ce sont des compétences qui ne dépendent pas de ces domaines-là et qui sont transversales. Donc, si je prends, par exemple, ma capacité à communiquer, qui est une compétence importante pour tout le monde, la capacité à communiquer, la capacité à formuler ses idées, eh bien, c'est une compétence qui va être utile dans plein de situations différentes. Donc, peut-être que vous avez développé cette compétence en dehors du travail. Par exemple, si vous faites du théâtre d'improvisation, par exemple, eh bien, cette compétence, vous pouvez aussi l'utiliser dans votre travail, dans un premier métier, dans un deuxième métier, etc. Donc, il y a une vraie transposabilité, transversalité de ce type de compétences.
Donc ce sont des compétences qui, sont différentes des hard skills, des compétences techniques et du coup complémentaires. Et aussi, il y a cette notion d'attribut actif. C'est-à-dire que contrairement aux traits de personnalité, on dit: «Bah, je suis comme ça», bah, quelque part, si je suis comme ça, c'est passif. C'est là, je vais pas faire un choix conscient ou je vais pas l'activer consciemment, cette compétence. Alors qu'une soft skill, c'est quelque chose que je choisis en disant: «Bah, là, je décide d'être créatif, je décide d'être organisé, je décide, de faire attention à comment je m'exprime». Donc c'est une intention que l'on pose, contrairement à une personnalité qui est quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient. Alors, est-ce qu'il y a déjà des questions sur cette partie? Est-ce que je suis clair sur la définition des soft skills? Sachant que de toute façon, on aura aussi ce temps d'échange. Donc, mais n'attendez voilà, ne n'attendez pas forcément la fin pour poser des questions. Mais, pendant que les questions arrivent, pour compléter tout cela, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que les soft skills, ce sont des compétences que les robots ou l'intelligence artificielle ne peut pas encore faire. Par exemple, les compétences, de développement, le code informatique, bah, de plus en plus on automatise avec de l'intelligence artificielle. Même pour, par exemple, la comptabilité, il y a des tâches qui sont automatisées. Eh bien, les soft skills, pour l'instant en tout cas, l'intelligence artificielle ou les robots ne savent pas faire. On ne sait pas encore, voilà, déléguer de la communication, de la créativité, de la capacité organisée, de la capacité d'écoute, l'empathie à de l'intelligence artificielle. Et aussi le fait que ce soit donc ce qui est important pour moi aussi de préciser en matière de soft skills, c'est que ce sont des compétences universelles. C'est-à-dire que, les soft skills, c'est, des choses qui sont importantes en France, mais qui sont importantes aussi au Liban, au Maroc, en Tunisie, en Égypte, en Roumanie et cetera. C'est pas quelque chose qui est propre à une culture ou propre à, un pays. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'humanité, de l'humain, de manière générale. Alors, il y a une question de Rima qui dit: «Pourquoi c'est de l'ordre de c'est pas de l'ordre de l'inconscient et que c'est une intention que l'on pose?» Parce que, pour moi, les soft skills, c'est une ressource que l'on active. C'est un choix parce qu'à partir du moment où on peut choisir et vous allez voir qu'en fait, qu'à partir du moment où ça fait partie de soi, on peut, tous les actes l'activer, en fait. Alors que si on part de sa personnalité, c'est figé. Et il y a quelque chose qui est important aussi dans le domaine des soft skills, c'est la notion de growth mindset, d'état d'esprit de progression. De partir du principe que donc ça, c'est Carol Dweck qui a, créé ce concept-là, qui part du principe que l'humain est fait pour évoluer, l'humain est fait pour changer. Et quand on parle des traits de personnalité, de cette formulation où «je suis comme ça», mais il y a une sorte c'est comme si on cimente l'humain, on le fige, alors que quand on parle de soft skills, c'est quelque chose qui est en progression, c'est un processus, c'est, quelque chose où on peut toujours progresser. Donc c'est pour ça que j'aime bien ces notions d'actif plutôt que de passif, en fait. Et et aussi ce qui est intéressant par rapport aux soft skills, c'est que, bah, déjà, c'est des compétences que vous avez, que tout le monde peut développer, qui sont transversales, mais qui, en plus, sont des ressources qui vous aident à réussir. Je vais prendre un exemple, une autre illustration, par exemple, pour, la boxe. Voilà, la boxe qui est un sport de combat. Vous avez besoin de la technique, par exemple, bah, le coup droit, crochet, uppercut, esquive, par exemple. Mais ce qui fait un champion, ce qui fait qu'une personne va réussir en boxe, eh bien, c'est, réellement, tous les à côté. Son endurance, sa persévérance, son intelligence, son adaptabilité, sa capacité à apprendre par rapport à son adversaire. Eh tous ces à côté-là, c'est ce qui fait qu'il va réussir. Bah, les soft skills, c'est pareil, en fait. C'est qu'à compétences techniques ou à diplômes égaux, ce sont les soft skills qui font la différence. Donc, par exemple, parmi vous, bah, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de faire des études pour avoir un diplôme et vous allez être plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines à avoir le même diplôme à la fin de vos études. Donc, clairement, ce n'est pas le diplôme qui va faire la différence. Quand vous allez être sur le marché du travail, ça va être les à côté et notamment les soft skills parce que c'est ce qui vous rend unique. Et donc, c'est en ça aussi que les soft skills sont importants. Alors, il y a d'autres questions. Aujourd'hui, on est dans un monde de la digitalisation, la robotisation de l'analyse des CV et disons que la machine remplace l'homme. À quoi servent les soft skills donc?
Alors, je ne pense pas que la machine remplacera l'homme, je pense que la machine augmentera l'homme ou l'humain. D'ailleurs, la machine augmentera les humains et justement, qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir utiliser la machine ou l'intelligence artificielle de manière plus intelligente? Eh bien, ça ne va pas être sur le terrain de la technicité, uniquement, mais sur justement nos capacités à apprendre, à nous adapter, à faire preuve de créativité. Et bien, ces 3 éléments-là, bah, ce sont des soft skills. Donc ce sont les soft skills qui, selon moi, vont nous aider à utiliser intelligemment les évolutions technologiques, qui sont de l'ordre de l'intelligence artificielle et de la robotisation. Donc voilà pour cette, 1re introduction sur les soft skills et pour, récapituler. On va dire que les soft skills, c'est comme des muscles. C'est pour ça que j'aime bien la notion d'actif. C'est-à-dire que si vous avez votre bras gauche et que vous arrêtez de l'utiliser, eh bien, les muscles vont s'atrophier. Par contre, si vous faites du sport, vous utilisez régulièrement les muscles, ils vont se développer. Bah, les soft skills, c'est pareil. Ce sont des compétences que vous pouvez développer comme un muscle et qui vont en plus vous rendre plus résilient par rapport au changement parce que ce sont des compétences qui ne sont pas délégables à l'intelligence artificielle et qui, en plus, sont transversales. Donc, c'est des compétences qui vont vous aider à être plus résilient dans le contexte de l'obsolescence des compétences. L'obsolescence des compétences, c'est quoi? C'est quand vous avez des compétences qui deviennent obsolètes, qui ne sont plus utiles par rapport à l'accélération de l'évolution technologique. Et donc l'obsolescence des compétences, eh bien, elle ne concerne que ou principalement les compétences techniques. Les compétences transverses, comme les soft skills, ne sont pas concernées par l'obsolescence des compétences. Et donc, c'est ce qui vous aide justement à être plus résilient d'un point de vue professionnel également. Et enfin, bah, les soft skills, c'est ce qui vous aide aussi à mieux apprendre, à mieux vous adapter parce que, bah, par exemple, dans un contexte international bah, j'ai vu par exemple qu'il y avait des Libanaises et des Libanais qui, sont venus en France pour pouvoir étudier. Bah, il y a dû avoir une adaptation, dû apprendre de nouvelles manières de faire, s'adapter à l'administration française, par exemple. Et tout ça, bah, ça demande, bah, des compétences transverses, des soft skills qui vous aident à vous adapter dans un contexte international. Ou peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui ont l'habitude de travailler avec d'autres personnes d'autres pays ou d'autres institutions. Eh bien, à chaque fois que vous êtes, bah, justement dans un contexte international, eh bien, vous devez faire preuve d'écoute, faire preuve d'adaptabilité, apprendre de nouvelles choses, apprendre de nouvelles langues aussi. Bah, tout ça, ce sont des soft skills qui vont vous y aider. Donc voilà pour cette, introduction sur, les soft skills. Alors les soft skills les plus demandés se situent principalement autour des connaissances informatiques spécialisées telles que le blockchain. Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation, pour ma part. Je pense que ça dépend, bah, de quel secteur d'activité. Donc oui, si vous êtes dans le secteur du high-tech, ou de la fintech, c'est-à-dire de la technologie, liée à la finance, oui, en effet, les soft skills qui permettent d'apprendre plus facilement ou de s'adapter aux innovations de ce domaine-là, dans ce cas, oui, sont les plus demandés. Mais je dirais que, plutôt que de voir les tendances globales, regardez, vous, dans quel secteur vous avez envie d'évoluer et de voir, bah, déjà, vous, quelles sont vos forces. Parce que c'est bien de développer des soft skills que vous n'avez pas, mais c'est encore mieux de vous reposer sur ce que vous avez déjà. Donc un, de, reposer sur vos forces et 2, ensuite de voir par rapport à vos objectifs, plutôt que de voir des grandes tendances statistiques, parce que ça change en plus, par rapport à vos objectifs, quels sont les soft skills qui vont le plus vous y aider? Donc ça, c'est plus mon retour d'expérience du terrain par rapport aux personnes que j'accompagne actuellement. Alors, est-ce que la capacité à communiquer en langues étrangères est un soft skill? En fait, la capacité à communiquer en langue étrangère va mobiliser plusieurs soft skills. Bah, par exemple, derrière une langue étrangère, il n'y a pas que la grammaire et le vocabulaire. Il y a aussi la culture de la personne. Il y a aussi l'empathie. Il y a aussi le fait de comprendre, les différences culturelles et de pouvoir s'y adapter. Donc pour moi, il y a tout ça qui est, véhiculé derrière la communication en langue étrangère et qui va, du coup, mobiliser plusieurs soft skills et qui d'ailleurs, bah, fait une bonne transition
avec, la suite que je vous ai préparée, parce que je vous ai préparé justement un top 3 des soft skills les plus importantes selon moi, pour pouvoir évoluer et réussir à l'international. Et la première des soft skills sur lesquelles, j'aimerais faire un focus, c'est la capacité à apprendre. Et la capacité à apprendre, justement, c'est déjà, oui, apprendre une langue étrangère. Pour apprendre une langue étrangère, on a besoin de persévérance, on a besoin d'autodiscipline, pour pouvoir répéter ce que l'on a appris. On a besoin aussi de créativité pour, utiliser son imagination pour pouvoir, mieux mémoriser. Donc on a besoin de toutes ces soft skills déjà pour apprendre la langue. Et après une fois qu'on a compris la langue et qu'on peut s'exprimer, eh bien on a besoin aussi d'audace. Parce que c'est pas parce qu'on a appris les mots de vocabulaire et la grammaire qu'on sait parler la langue. On a besoin aussi peut-être d'oser, le faire. Par exemple, pour ma part, ma langue, du quotidien, c'est l'anglais, vivant au Royaume-Uni. Mais, pendant longtemps, j'avais la croyance que m'avait été inculquée par rapport à mes professeurs à l'époque, que j'étais nul en anglais. Et donc avec cette croyance que j'étais nul en anglais, eh bien je n'osais pas parler en anglais. Donc j'avais trouvé tous les stratagèmes pour éviter de parler en anglais. Et finalement, j'ai dû faire preuve d'audace, donc d'utiliser cette soft skill que j'avais déjà développée dans d'autres domaines. Rappelez-vous, elle est transversale cette compétence. J'avais développé, mon audace en discutant avec des personnes que je ne connaissais pas dans le cadre des interviews pour mon blog, que j'avais pu, utiliser mon audace en faisant du saut en parachute ou en vivant, en relevant d'autres défis et cetera. J'ai dû utiliser cette audace pour oser m'exprimer en anglais, malgré cette croyance que j'étais nul en anglais. Et du coup, ça m'a permis aussi petit à petit en me lançant, de déconstruire cette croyance et de reprendre plus confiance en moi également. Donc voilà pour cette, réponse un peu longue sur, les soft skills pour pouvoir, s'exprimer dans une langue étrangère. Et du coup, quels sont les on va dire que, imaginons qu'il y a la soft skill capacité à apprendre, et bien cette soft skill capacité à apprendre, elle est composée de sous-soft skills, entre guillemets, d'autres ressources qui vont vous aider à apprendre plus efficacement. Alors lesquelles? Donc du coup, je vais, repartager mon écran par rapport à ça. Il y a déjà la curiosité. La curiosité d'être ouvert à l'autre, ouvert à la différence, ouvert à ce que vous ne connaissez pas de manière générale, parce que c'est cette ouverture qui va permettre de faire rentrer la nouveauté. Parce que si vous êtes fermé, fermé à la nouveauté, fermé à l'autre et cetera, eh bien votre cerveau va être bloqué. Il n'y aura rien qui va rentrer parce que vous aurez fait une espèce de protection, de barrière qui empêche les nouvelles informations d'entrer. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'être déjà ouvert d'esprit, d'avoir cette curiosité qui va vous permettre ensuite, de faire preuve d'empathie, c'est-à-dire de mieux comprendre, l'autre dans sa différence. Donc, par exemple, quand on est au Royaume-Uni, enfin à Londres plus précisément, eh bien, si vous sortez un peu, vous allez très rapidement et bien entrer en relation ou en tout cas rencontrer des personnes de nationalités, hyper différentes et variées. Donc, par exemple, dans mon entourage, il y a des personnes venant, du Pakistan, d'Australie, d'Irlande, d'Écosse, de France, du Ghana et cetera. Donc, vraiment une énorme diversité et en fait, c'est cette curiosité et c'est cette empathie qui fait qu'on apprend, en fait. Parce qu'avec la curiosité vient les questions, le fait de poser des questions, de s'intéresser à l'autre et les questions vont vous amener de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs, de nouvelles perspectives et c'est ça qui fait que l'on apprend et qu'on arrive à plus facilement s'adapter à l'international également. Donc, c'est une soft skill, la curiosité, que l'on peut développer, parce qu'il y a des personnes qui ne l'ont pas encore développée ou qui, en tout cas, l'ont enfermée quelque part et qui doivent mettre en place certains rituels pour la réactiver et c'est ce qui fait qu'après, on peut, faire preuve d'ouverture et d'empathie. Donc la curiosité, déjà, la première étape pour pouvoir apprendre efficacement dans un contexte international. La deuxième soft skill, importante selon moi pour développer cette capacité d'apprentissage et quand je dis capacité d'apprentissage, c'est pas lié uniquement à l'apprentissage des langues, mais c'est aussi, l'apprentissage tout court. Parce que quand vous allez,
dans un nouveau pays ou que vous êtes en train de faire des études, vous passez la plupart de votre temps à apprendre. Donc oui, la curiosité permet de générer des questions pour en faire entrer les nouveaux savoirs, mais après, il y a aussi le passage à l'action. Parce que c'est pas juste en écoutant, en lisant et en regardant des vidéos que vous allez apprendre et faire entrer l'information, mais les 2 leviers les plus forts que vous pouvez activer pour ancrer l'information dans votre cerveau, eh bien, ça va être le passage à l'action, donc de tester vos apprentissages et 2, le partage, de partager ce que vous avez appris à d'autres personnes. Et ces 2 leviers vont, vous aider à apprendre plus efficacement. Et selon moi, ce qui aide le plus à cela, à passer à l'action et à transmettre aux autres, eh bien, ça va être le test and learn, c'est-à-dire j'apprends quelque chose de nouveau, je le teste et je vois si ça marche et si ça marche pas. Et pour cela, j'ai un rituel, un rituel hebdomadaire. Si vous voulez, je peux vous partager, là, dites-moi dans le chat si ça vous dit que je vous partage mon astuce pour que je m'assure que toutes les semaines, je fasse du test and learn et que j'apprends toutes les semaines. Je veux juste être sûr que ça parle à tout le monde parce que sinon, bon, bah, pas trop d'intérêt. Il y a 2 personnes qui sont intéressées pour l'instant. Ah! Il y a un petit peu plus. OK. Vous vous rassurez? Bon, bien. OK, l'astuce est très simple. Et d'ailleurs, c'est un rituel que je fais avec mon équipe. C'est-à-dire que, au début, je le faisais tout seul. Donc cette astuce, vous pouvez le faire seul ou à plusieurs, en fait. Donc, cette astuce, c'est quoi? C'est une série de 3 questions que vous pouvez faire pour faire le bilan de votre semaine. Donc, par exemple, moi, tous les dimanches soirs, non, pardon, tous les lundis matins, eh bien, je me pose ces 3 questions. La première question, c'est: qu'est-ce que j'ai appris de nouveau la semaine dernière? Sur moi. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi de nouveau la semaine dernière? Donc ça cette question vous force à réfléchir sur les nouvelles connaissances que vous avez pu avoir ou, également, les choses que vous avez pu tester de nouveau, la nouveauté, en fait. Donc ça, c'est la première question: qu'est-ce que j'ai pu apprendre de nouveau la semaine dernière? Deuxième question: qu'est-ce qui a bien fonctionné pour moi la semaine dernière? Et donc de réfléchir, sur, bah, quels sont les éléments de ma semaine qui ont bien fonctionné et là de lister. Par exemple et ça peut être, alors par rapport à la question d'Elisabeth, ça peut être pro ou perso. Peu importe, parce que je suis un humain, en fait, que ce soit pro ou perso, il y a des choses qui fonctionnent dans ma vie et moi j'aime bien, voilà, mettre tout cela au même niveau. Donc ça va être, bah, par exemple, je sais que la semaine passée, qu'est-ce qui a bien marché pour moi? Ça va être mon rituel matinal où je vais mettre en mouvement tous les matins. Je vais prendre 5 minutes, même 5 minutes, juste pour faire, mes mouvements de kung-fu pour vraiment, réveiller mon corps et je sais que, bah, ça m'a aidé à me préparer pour ma journée et à être, plus en forme, tout simplement. Donc ça peut être ça ou ça peut être des techniques pro aussi, en disant: «Ah bah, la semaine dernière, j'ai discuté avec, avec mon ami, entrepreneur, j'ai testé sa technique, ça a super bien marché. Du coup, c'est quelque chose que je vais continuer à faire. Donc ça peut être à la fois du pro et à la fois du perso. Et enfin l'autre question que j'aime bien aussi dans cette dynamique-là, c'est qu'est-ce que je peux tester de nouveau? C'est-à-dire, je ne vais pas rester que sur les choses qui ont bien fonctionné et que j'ai déjà fait, mais je vais également me questionner sur, bah, cette semaine, qu'est-ce que je fais de nouveau, en fait? Parce que, si vous faites tout le temps la même chose, vous aurez toujours les mêmes résultats. Donc ce que j'aime bien avec cette question, c'est que ça m'oblige à réfléchir à des choses que je n'ai pas encore faites pour pouvoir continuer d'apprendre, en fait. Et donc là, c'est valable à la fois pour du pro, à la fois pour du perso. Et donc ces questions, en fait, vous pouvez vous rendre compte que ça fonctionne aussi bien pour soi, au niveau hebdomadaire, tous les lundis, par exemple, ça, fonctionne également, pour, le faire,
tous les mois ou tous les trimestres, peu importe. Donc là, si vous voulez tester la technique, ce que je vous recommande, c'est dans un premier temps de le faire, tous les lundis. Vous n'êtes pas obligé de faire des trucs super longs et après testez-le aussi en fin de mois et voir en fait quel est le rythme idéal pour vous et pour moi, c'est quelque chose qui est hyper puissant pour apprendre constamment et dans cette dynamique de, curiosité envers moi-même, curiosité aussi sur ce qui se passe autour de moi et aussi, d'autodidaxie. L'autodidaxie, c'est quoi? C'est le fait d'apprendre par soi-même et pour moi, se poser ces questions-là toutes les semaines, c'est m'assurer, que je continue d'apprendre de semaine en semaine par moi-même. Et pour moi, ça, c'est hyper important de pouvoir cultiver ça chaque semaine. Est-ce qu'il y a des questions sur, là, si vous voulez poser des questions dans le chat, sur cet outil, c'est le moment. Donc en attendant les questions, quelque chose que je me suis rendu compte aussi, c'est que en faisant ça toutes les semaines, ça me permet de tester et d'apprendre, le fameux test and learn, d'être dans cette dynamique d'amélioration continue, parce que je me pose toujours la question de qu'est-ce que je peux mieux faire et qu'est-ce qui fonctionne déjà pour continuer à faire ce qui fonctionne. Et ça me met aussi dans une démarche d'humilité aussi. Parce que, je pars du principe que je peux toujours évoluer avec cette idée du growth mindset, hein, de cet état d'esprit de progression, d'évolution, que je ne suis pas figé, que je suis en constante évolution, que je peux toujours apprendre de nouvelles choses, continuer à développer de nouvelles capacités avec les soft skills et que en plus, ça me permet de mieux comprendre comment je fonctionne et ça, c'est ce qu'on appelle la métacognition. Méta, donc c'est le fait de prendre de la hauteur, cognition, c'est la pensée et donc de prendre de la hauteur sur notre manière de penser. Et donc là, rien qu'avec ces 3 questions qui peuvent paraître bêtes, hein, c'est tout ça en fait. Rien qu'avec ces 3 questions, vous êtes dans de l'itération, avec du test and learn, vous êtes dans de l'amélioration continue et vous êtes aussi dans cette dynamique de métacognition et de growth mindset. Donc ça peut paraître tout bête comme ça, mais c'est hyper puissant. Je vois qu'il y a des questions. Chaque semaine, ça ne va pas aboutir ou fonctionner très bien d'une façon. On tombe dans la déception ou le fiasco de continuer. Alors, je ne suis pas bien sûr de comprendre. Moi, je dirais, en fait, ta règle, c'est vraiment de tester, en fait. Teste et vois si ça fonctionne pour toi. En fait, c'est vraiment ça mon discours. C'est pas une recette miracle. C'est quelque chose qui fonctionne pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne pour mes équipes. Mais on a testé ça sur 1 mois, en fait, pour voir si c'était vraiment le bon outil. Alors je le fais, mais dans le hasard total. OK, l'idée là, ça va être justement de le faire avec plus de conscience, avec plus de d'intention, en fait, pour que, ce soit encore plus puissant. La métacognition, c'est comme l'autoréflexion. Ouais, c'est un peu ça, ouais, quelque part. C'est un peu ça, en effet. Métacognition, c'est vraiment le fait de voir comment on fonctionne. Donc on peut dire que c'est de l'autoréflexion, tout à fait. Oui, bien entendu, l'idée c'est si ce que cet outil que je vous propose, c'est pas pour vous mettre la pression, hein. C'est vraiment pour apprendre par vous-même. Donc si, bien entendu, vous sentez que, ça vous met, la pression et cetera, c'est pas le but. L'objectif, c'est tout simplement de se questionner et d'apprendre et d'apprendre à se connaître. Et je dirais, si ça vous fait peur, eh bien, c'est une opportunité de développer votre courage, en fait. Le courage de vous explorer vous-même avec humilité, avec transparence, avec bienveillance également, donc de pas être trop exigeant, trop dur avec vous-même, mais au contraire de le faire avec bienveillance, c'est-à-dire de vouloir du bien pour vous et vous allez voir que ça va être très puissant. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir cette attention-là de bienveillance, de, hem, également de lâcher prise également sur ça et de vraiment être dans une dynamique de progression et pas d'exigence envers vous-même. OK, bon top si ça vous motive et donc là avec ça, normalement, rien qu'avec ce rituel que vous faites ça toutes les semaines, que vous pouvez faire vous-même ou que vous pou seul ou vous pouvez faire en équipe. Ces questions-là, en fait, on les fait tous les lundis matins avec mon équipe. Là, on est une équipe de 4 personnes, on se retrouve tous les lundis et on se pose des questions pour partager avec l'autre aussi.
Donc ça enlève cette pression-là aussi parce que du coup, bah, on partage entre nous et c'est beaucoup plus convivial. C'est moins, moins moi avec moi-même quelque part et en plus ça permet d'apprendre les uns des autres. Parce que du coup, il y a des choses qui ont fonctionné, que j'ai testées, que je peux partager à d'autres et ça permet, d'être dans une forme d'intelligence collective et c'est aussi une des manières, très puissantes d'apprendre. Et ça, bien entendu, ça fonctionne que vous soyez dans un contexte international, pas d'ailleurs. C'est pour moi, c'est quelque chose qui est, transposable dans n'importe quel contexte. Autre compétence importante à développer dans un contexte international, eh bien, c'est l'adaptabilité. Donc l'adaptabilité, c'est une soft skill, très importante à, développer également parce que, bah, vous êtes dans un contexte que vous ne connaissez pas, qui est nouveau et qui vous met en situation d'inconfort. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi, par exemple, quand je suis, parti m'installer, alors déjà en France métropolitaine, mais le choc était pas très fort parce que je parlais la langue, c'était quand même l'administration française et cetera, même si la culture était un peu différente, c'était pas non plus un choc. Par contre, quand je suis parti au Japon, pendant 6 mois à Osaka, là, ça a été un choc. Parce que je ne parlais pas la langue, je ne savais pas lire, je ne savais pas écrire, j'avais l'impression d'être réellement un nouveau-né, voilà, un bébé qui venait de naître au Japon et que je devais tout réapprendre. Ce qui était génial pour mon cerveau parce que tout était nouveau. Donc j'étais, voilà, il y avait de l'émerveillement partout, tout le temps. Par contre, c'était aussi, bah, quelque part, assez fatigant pour le cerveau parce que c'était constamment en adaptation. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point c'est important de développer ce muscle de l'adaptabilité et alors il y a des outils, des techniques pour ça, mais c'est ce qui vous permet d'être ensuite un caméléon. Donc si vous arrivez à vous adapter dans une culture et un pays différent et que ça s'est bien passé, que vous avez réussi à apprendre de ça, eh bien vous pourrez adopter la même démarche pour pouvoir ensuite vous adapter dans d'autres circonstances, dans d'autres pays. Alors, oser dépasser la zone de confort, ouais, c'est tout à fait ça, exactement et pour moi, donc l'adaptabilité, bah, c'est des choses qui se développent et qui est encore plus important de développer aujourd'hui. Alors pas seulement dans le cadre de l'adaptabilité dans un cadre international, mais aussi dans le cadre de la tendance que l'on voit au niveau, mondial aujourd'hui. Et notamment, bah, le fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde VUCA, enfin VICA en français, VUCA en anglais. Donc c'est un terme qui a été utilisé pour la première fois par l'armée américaine, dans, les années, 80, à la fin de la guerre froide, pour caractériser le nouveau monde dans lequel on évolue avec, bah, le fait que le monde est volatile. C'est-à-dire que, on a l'impression que du jour au lendemain, quelque chose de totalement nouveau, qui n'était pas là auparavant, peut arriver. Et je pense que depuis, l'année 2020, depuis les années 20, voilà, on peut dire, nous sommes maintenant dans les années 20, donc bah, les années 20 nous ont montré que oui, nous sommes dans un monde qui est très volatile et que cette volatilité, bah, crée de l'incertitude. L'incertitude qui, bah, rend, difficile d'anticiper le futur, en fait. Qui est de plus en plus complexe parce que, bah, maintenant, il y a aussi le monde digital, il y a le fait qu'on soit de plus en plus nombreux dans cette terre et que, bah, en plus, on peut interpréter tout ça de manière très différente. Donc on est dans un monde VICA qui, oui, peut faire peur, en effet, présenté comme ça, mais qui est aussi vecteur d'énormément d'opportunités. Parce que la volatilité, c'est pas que le Covid et cetera. La volatilité, c'est aussi une entreprise qui peut, cartonner du jour au lendemain. C'est peut-être votre projet que vous lancez et bah, qui décolle comme ça, très rapidement, ce qui n'était pas possible avant l'ère du numérique. L'incertitude, bah, c'est que tout est possible, en fait. Et ça aussi, c'est vraiment génial, que tout est possible. Que, oui, il y a la complexité, mais que, en fait, à partir du moment où on est bien outillé, on peut comprendre et quand on arrive à comprendre, on a plein de ressources à notre disposition. Et que finalement, on se rend compte que le monde VICA peut faire peur, mais qu'en plus, il est surtout vecteur d'opportunités à partir du moment où on est bien équipé.
Et c'est quoi être bien équipé pour un monde VICA? Eh bien, c'est les soft skills. Ce sont toutes ces compétences qui vont vous aider à, vous adapter face à un imprévu, donc cette volatilité. Ce sont les soft skills qui vont vous aider à saisir des opportunités, parce que vous aurez développé votre audace, vous aurez développé votre empathie, votre capacité à prendre des décisions, à passer à l'action. Donc, les soft skills vous aident à ça. Hem et hem et c'est aussi le fait que, les soft skills, comme c'est des compétences qui ne vont pas «périmer» entre guillemets, contrairement à certaines compétences techniques, eh bien, vous allez, pouvoir, vous adapter même s'il y a des changements de métier ou, à des changements de mode d'apprentissage. Donc tout ça pour vous dire que oui, nous sommes dans un monde qui peut faire peur, qui peut surprendre, qui peut être déstabilisant, mais qui est aussi rempli de possibilités, rempli d'opportunités. Par contre, ça va pas se faire tout seul. Ça va être, par le développement des soft skills que vous allez pouvoir, tirer votre épingle du jeu là-dedans. Alors, pourrais-je avoir la référence de cette abréviation VICA? C'est, l'armée américaine. Vous pouvez taper VUCA et vous allez trouver des références là-dessus également, sur internet. Donc, en anglais, en fait, c'est Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity. Et du coup, vous avez compris en quoi c'est important de développer cette capacité à s'adapter. Maintenant, comment on fait? Quels sont les ingrédients qui vous rendent plus adaptable, qui développent votre capacité à vous adapter? Première chose, c'est la gestion des émotions. Parce que oui, quand on fait face à un imprévu, quand on fait face à quelque chose de nouveau, eh bien, on aura, souvent une montée de stress. Parce que le stress, c'est quoi? Un mécanisme naturel qui, du cerveau, qui se déclenche quand on a une différence entre les ressources qu'on croit avoir et l'enjeu auquel on fait face. Donc si, par exemple, vous faites face à un enjeu qui vous semble énorme et que vous avez l'impression que vous n'avez pas les ressources pour ça, alors vous avez du stress. Et par contre, si vous sentez que vous faites face à un enjeu, mais que vous avez les ressources pour ça, alors il y a pas de stress ou il y a moins de stress parce que vous vous sentez compétent et que vous sentez que vous avez des ressources pour ça. Eh bien, les soft skills, ce sont des ressources qui vont vous aider justement à vous sentir plus compétent, plus équipé pour faire face aux imprévus. Et en même temps, il existe des pratiques qui vous aident à mieux gérer votre stress, comme par exemple la respiration carrée ou la cohérence cardiaque, qui va stimuler votre système nerveux qu'on appelle parasympathique, qui est le système nerveux qui va vous apaiser. Et là, si vous voulez, on peut faire un exercice tout de suite qui va vous aider à, justement activer ce système nerveux qui va vous apaiser. C'est que vous allez faire comme moi en fait, vous allez prendre une inspiration très courte par le nez et après vous allez expirer le plus longtemps possible en détendant le plus possible vos doigts, vos mains et votre visage. Donc ça va donner comme ça, alors je vais arrêter le partage d'écran pour que peut-être que vous voyez ma tête. Voilà. Et hop, voilà, je vais épingler, comme ça vous voyez ma tête. Donc vous allez prendre en même temps que moi, une courte inspiration et expirer. Voilà, en détendant le visage, les mains le plus possible. Pourquoi? Parce que, 75 de vos terminaisons nerveuses sont concentrées dans vos doigts, vos mains et votre visage. Donc on va faire une 2e respiration de ce type. Et inspirez rapidement et expirez. Allez, une 3e fois. Normalement, 3 respirations comme ça vous fait baisser le stress tout de suite, ça vous permet d'apaiser et en plus l'oxygène est bien absorbé par le sang. Exactement. Alors Elisabeth, les 2 techniques que je vous ai citées, c'est, la cohérence cardiaque et la respiration carrée.
Vous pouvez taper sur internet, vous allez trouver des vidéos YouTube là-dessus. C'est, heu, c'est assez simple en fait. Hop, je vous remets ça dans le chat. Pause cardiaque et respiration carrée. Donc voilà une technique. Est-ce que ça a marché pour vous? Est-ce que vous vous sentez un peu plus, détendu après ces 3 respirations que nous venons de faire ensemble? Oui, yes, bon bah super, voilà, vous avez une petite astuce pour, faire baisser le stress, ça marche tout de suite, c'est très simple. C'est encore plus efficace quand vous détendez vraiment le visage, la langue et les mains. Ça, c'est radical. OK, top. Alors qu'est-ce qui vous quelle autre, ressource vous aide à mieux vous adapter? Eh bien, il y a, ce qu'on en appelle la flexibilité cognitive ou votre agilité. Donc c'est quoi? C'est votre capacité de passer d'une tâche à une autre. Donc de réfléchir à quelque chose et de passer d'une tâche à une autre, en fait. Et cette capacité va, également vous aider à vous adapter parce qu'il y a des imprévus et cetera. Alors là, attention, je ne fais pas l'apologie du multitasking, c'est-à-dire du multitâche. Je ne fais pas l'apologie du multitâche parce que le cerveau ne peut pas faire plusieurs tâches en même temps, sauf si c'est une tâche qui est automatisée dans l'inconscient par une habitude. Là, l'idée, c'est, de penser à des moments d'entraînement de votre cerveau pour travailler la flexibilité cognitive. Donc, créer des moments d'entraînement pour votre cerveau, pour travailler votre agilité. Donc c'est ça donc je suis en train de parler et autant que possible, en dehors de ces entraînements, de travailler en mode monotâche, c'est-à-dire de vous créer des moments de concentration sur une seule tâche pour vous assurer d'avoir toutes les ressources de concentration possibles sur cette tâche-là. En revanche, comment vous pouvez faire pour travailler la flexibilité cognitive? Eh bien, il y a plusieurs manières de le faire. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, la pratique des arts martiaux qui permet de dissocier les mouvements. Et par exemple, une petite astuce, c'est que, je sais si vous me voyez, par exemple, c'est que vous allez prendre votre bras gauche et que vous allez le tourner dans ce sens-là et le bras droit dans l'autre sens et que vous allez, en fait, faire, dans le sens inversé. Alors pas comme ça, c'est-à-dire pas de l'arrière vers l'avant, mais un qui va être comme ça et l'autre de l'autre côté. Et donc là, vous travaillez votre flexibilité cognitive, par exemple. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, ça va être d'utiliser des applications, comme par exemple Lumosity. Lumosity, je vous mets dans le chat. Lumosity est une application gratuite, sur Android et iOS, qui vous permet, entre autres, de travailler votre flexibilité cognitive. Et le fait de travailler, cette flexibilité cognitive, vous allez augmenter vos ressources pour pouvoir être plus adaptable. Alors, je vois qu'il y a des commentaires. Alors, comment je peux garder la concentration sur une seule tâche avant de passer à une autre? OK, parfois je fais plusieurs tâches en même temps et je finis par ne rien faire. Très bonne remarque, Nawal. Et pour cela, il y a une technique qui marche super bien, qui est la technique du pomodoro. Pomodoro. C'est quoi la technique du pomodoro? Donc c'est une technique qui a été développée par un Italien, d'où, le nom, à consonance italienne, qui veut dire tomate en italien et qui consiste à travailler sur une seule tâche pendant un temps déterminé. Donc là, ma recommandation, c'est de prendre votre téléphone et de mettre un timer pour commencer sur 20 minutes et de vous dire: «OK, bah, là, pendant 20 minutes, je travaille sur cette tâche-là» et de couper toutes les sources de distraction, couper les notifications, couper, les réseaux sociaux et cetera et de te focaliser que là-dessus et le fait de vous donner un temps limité et bien, ça permettra à votre cerveau de dire: «Ah bah, si c'est que pour 20 minutes, ça va alors» et au bout de 20 minutes, faire une pause de 5 minutes et là, de sortir de votre ordinateur, d'aller marcher, par exemple et cetera. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien pour réhabituer votre cerveau à travailler en mode monotâche. Donc la technique du pomodoro qui fonctionne très, très bien.
Il y a également des sites internet qui peuvent vous aider si vous avez un côté, un peu geek comme moi et que vous aimez bien les outils, les applications et cetera. Il y en a plein aussi qui existent si vous tapez, sur internet. Ah! Il y a Isabelle qui est là. Salut Isabelle et en effet Isabelle, utilise cette technique qui fonctionne bien pour elle. Voilà donc, pour ce deuxième ingrédient, pour, travailler votre adaptabilité et le troisième ingrédient pour développer votre adaptabilité, c'est la prise de décision. La prise de décision qui, peut poser problème parfois. Alors je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, parfois, l'indécision m'épuise. C'est-à-dire je peux passer une journée à hésiter, à ne pas prendre de décision, à ne rien faire et à quand même être épuisé en fin de journée. Je ne sais pas si ça vous arrive vous aussi, mais ça m'est arrivé et c'est hyper frustrant parce que du coup, j'ai l'impression de ne rien faire, donc je suis frustré d'avoir rien fait. En plus, je suis fatigué et en plus, j'ai pas pris de décision, donc c'est un cercle un peu infernal. Donc l'indécision, c'est quelque chose qui, peut vraiment peser et qui nous empêche d'avancer et l'adaptabilité, bah, c'est notre capacité d'avancer même quand ça ne se passe pas comme prévu. Donc, pour éviter l'indécision, eh bien, c'est de s'entraîner à prendre des décisions plus rapidement et pour cela, bah, quelque chose qui fonctionne, plutôt bien pour moi, bah, c'est de voir, la prise de décision comme une tâche et de me dire: «Bah, là, je mets mon chrono et je me donne, par exemple, 15 minutes pour réfléchir, hésiter et au bout des 15 minutes, je prends ma décision». Donc ça, c'est quelque chose que je peux faire pour moi-même, mais je peux faire aussi en équipe. Donc si, par exemple, bah, il y a des décisions que bah, je dois prendre à plusieurs, eh bien, on fait un rendez-vous et l'objectif de la réunion, qui est défini dans le temps, c'est à la fin de la réunion, eh bien, une décision est prise. Donc, voilà, une astuce qui fonctionne bien pour moi également. Après, si, je suis seul ici à avoir des problèmes de décision, bah, du coup, ne tenez pas compte de cette astuce. Par contre, s'il y a, comme pour moi ici, des personnes qui ont aussi des soucis sur la prise de décision, eh bien, c'est quelque chose qui peut aussi, vous aider. Et ensuite, le dernier ingrédient, le la dern la 3e soft skill, c'est pas une liste exhaustive, mais c'est pour moi les 3 soft skills les plus importantes à développer, pour, bah, réussir à l'international, bah, c'est la persévérance. Parce que oui, même si on a développé cette capacité à apprendre, même si on a développé cette capacité à s'adapter, bah, parfois c'est difficile, parfois on a envie d'abandonner et c'est là qu'on va aller puiser, cette ressource de persévérance qui nous permet de continuer d'avancer, même si c'est difficile, même si on n'a plus envie de continuer. Alors Elisabeth, qui est doctorante, qui fait des manipulations en laboratoire, qui échoue dans la plupart du temps et je mets, à culpabiliser, je finis par être déprimé. OK, ouais, désolé d'apprendre ça Elisabeth, mais en effet, là, on est vraiment dans cette notion de persévérance, de comment on fait pour continuer d'avancer même si c'est difficile et de s'adapter et donc bah, pour cela, il n'y a pas de recette miracle, mais il y a des astuces qui peuvent vous y aider. Déjà, la première chose, c'est de mobiliser ce qu'on appelle la résilience. C'est cette capacité de rebond et un de mes coachs, m'a transmis ça justement qui me disait: «Bah, c'est OK en fait de déprimer, mais pas longtemps» et du coup, j'ai pris, cet enseignement au pied de la lettre et du coup, maintenant, je me donne 24 heures pour déprimer. Donc par exemple, là, je vous raconte ma vie, mais hier, je déprimais. Je ne sais pas pourquoi, il y a des jours comme ça où on n'a pas le moral, il y a des trucs qui ne marchent pas, il y a du coup, je me suis autorisé à déprimer hier. Je me suis dit: OK, c'est une journée comme ça, donc aujourd'hui, c'est pas la journée, je déprime». Par contre, je me suis dit: «C'est aujourd'hui, donc ce soir, je dors, demain, une nouvelle journée démarre et on repart de zéro. C'est une nouvelle journée». Il n'y a pas de continuité de la déprime entre hier et aujourd'hui. Et du coup, ça a marché. Aujourd'hui, j'ai la patate, je suis, de très bonne humeur et en plus, ce qui est génial, c'est que comme en plus
j'étais de bonne humeur aujourd'hui parce que je l'ai décidé et que je me suis autorisé quand même à vivre des émotions la veille, eh bien, ça m'a permis d'être plus créatif, de lancer de nouvelles idées et ce qui était bien mieux que quand j'étais déprimé et qu'il y avait aucune créativité qui était là. Donc voilà une astuce qui fonctionne, bien pour moi et qui m'aide dans cette notion de rebond et de résilience, qui me permet de persévérer et là, la clé, c'est aussi, d'accepter, en fait. C'est pas de rejeter ou de mettre sous le tapis, cette déprime ou cette tristesse ou ce sentiment de ne pas avancer. C'est de le vivre, d'être OK avec ça, mais pas de rester trop longtemps là-dedans, en fait et alors oui, bien entendu, on peut j'ai pas fait juste choisir de que tout aille bien. C'est que oui, j'ai mis l'intention d'aller mieux, mais j'ai aussi créé les conditions pour ça. Donc, je sais qu'il y a plein de choses, plein d'activités qui m'aident à aller mieux. Donc il y a la musique, donc j'ai ma playlist, voilà, j'ai mis, mon jazz, latino. Je sais que ça me donne des bonnes vibes, que, j'ai pris, le petit déj qui me met de la bonne humeur, mon infusion qui me met de la bonne humeur aussi. Ensuite, j'ai fait, mon yoga et mon kung-fu qui me font du bien. Donc j'ai fait plein de choses qui me font du bien pour être aligné avec cette décision que j'ai prise pour aller mieux. OK, bah, ravi, Leïla, si cette conférence vous a apporté. Donc voilà pour la partie résilience. Autre chose qui aide à persévérer, c'est l'autodiscipline. Alors l'autodiscipline, c'est quoi? C'est la discipline que l'on se donne à soi-même. Auto pour soi. Et la discipline qu'on, se donne à soi-même, bah, c'est généralement des choses pour, lesquelles on n'a pas envie de faire. Vous n'allez pas être autodiscipliné, enfin moi personnellement, je ne vais pas être autodiscipliné pour aller dans mon canapé qui est très confortable, pour aller manger des chocolats et regarder ma série préférée. J'ai pas besoin d'autodiscipline pour ça. En revanche, j'ai besoin d'autodiscipline peut-être pour aller courir quand j'ai la flemme, pour, aller travailler quand je n'ai pas envie. Donc l'autodiscipline, c'est vraiment pour ça en fait. Et la meilleure manière de, cultiver l'autodiscipline selon moi, c'est 2 éléments. C'est un, c'est de gérer sa force de volonté. C'est cette énergie qui permet de faire des choses même quand on n'en a pas envie et qui est un stock qui, s'épuise et qui doit être géré. Et 2, c'est la création d'habitudes. Et donc, par exemple, c'est pour ça que j'ai un rituel matinal où tous les matins, je vais lire, je vais méditer et je vais faire du sport parce que je sais que ces 3 activités vont me nourrir et vont créer les meilleures conditions pour passer une bonne journée. Et le fait de répéter dans le temps ce rituel fait qu'aujourd'hui, je n'ai plus besoin de faire l'effort de faire ces actions. C'est devenu naturel, c'est devenu une habitude. Et donc ça, c'est quelque chose qui permet de persévérer également, parce qu'à partir du moment où on arrive à créer des habitudes, on n'a plus besoin d'aller puiser dans son stock de force de volonté et se faire violence, parce que c'est devenu naturel. Donc réfléchissez, par exemple, à un rituel matinal, à une habitude, l'habitude même avec un grand L, qui va vous faire le plus de bien pour démarrer votre journée. Vous en faites une habitude et vous allez voir que vous allez commencer du bon pied toutes vos journées. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour moi. Et après, dernier élément également pour la persévérance, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, il y a l'acceptation, bah, c'est la patience. C'est que parfois, bah oui, on a la la motivation, l'autodiscipline, l'adaptabilité, la capacité d'apprentissage. On fait tout ce que l'on a prévu, tout ce que l'on fait du mieux qu'on peut, mais que ça marche toujours pas. Eh bien, c'est comme ça, en fait. Et moi, j'aime bien cette citation qui dit, hem, je crois que c'est Dalai Lama qui disait, «Et s'il y a, voilà, s'il y a un problème et qu'il y a une solution, alors pourquoi s'inquiéter? S'il y a un problème et qu'il n'y a pas de solution, alors pourquoi s'inquiéter?» Et ça m'a bien fait réfléchir parce que je dis: «Bah oui, si j'ai fait tout ce que j'ai pu, que ça marche pas, à quoi ça sert de m'autoflageller? À quoi ça sert de me faire du mal, si ce n'est, bah, me faire du mal, en fait?» Donc parfois, on a besoin de patience et parfois, il y a des éléments qui sont en dehors de notre contrôle, qui font qu'à un moment, ça marche. Et ça, j'ai tellement d'exemples comme ça dans mon aventure entrepreneuriale où,
Eh bien, j'ai fait plein de trucs où c'était des flops, des échecs monumentaux et qu'à un autre moment, bah, ça a cartonné. Par exemple, les soft skills, bah, comme vous avez pu l'entendre, ça fait 10 ans que je suis dans ce domaine-là, donc ça fait longtemps. Mais pendant 5 ans, 5, 6 ans, c'était la traversée du désert pour moi. Rien, personne. C'était, pas de conférences, pas de formation, j'étais vu comme un alien, en fait. «Mais c'est quoi les soft skills? Ça sert à rien» et cetera. Mais au bout de 5, 6 ans, il y a un truc qui s'est passé, je ne sais pas comment l'expliquer, où les soft skills, bah, c'est devenu un truc en France. Et bon, bah, là, bah, du coup, c'est conférence sur conférence sur conférence. Donc du coup, la patience, c'est pas ma force, mais j'ai appris à développer cette compétence. Ce n'était pas un trait de personnalité que j'avais développé, que j'avais en moi, mais c'est une ressource que tous les humains ont, donc que j'ai décidé de cultiver pour pouvoir, bah, justement mieux vivre ces moments-là, en fait. Alors, Rima qui dit: «S'il n'y a pas de solution, on s'inquiète et vraiment parfois il nous est difficile de patienter, comment faire?» Bah oui, parfois c'est difficile et alors j'ai pas la réponse précise à ça. J'ai que des retours d'expérience que j'ai de mon côté et pour moi, bah, c'est vraiment la pratique de l'acceptation en fait, de dire: «Bah, c'est comme ça» et bah, parfois aussi passer à autre chose et moi, il y a plein d'échecs comme ça où j'ai accepté la défaite et pourtant je suis un compétiteur, hein. J'adore la compétition, j'ai toujours fait la compétition, j'adore gagner, j'aime pas perdre, mais parfois, bah, c'est aussi le fait de dire: «Bah, non, bah, là, j'ai tout donné, ça marche pas». Alors ça peut être temporaire aussi, me dire: «Pour l'instant, je passe à autre chose, quitte à revenir dessus plus tard» et en tout cas, ça, c'est mon vécu et c'est ce qui m'a aidé à, persévérer dans ces moments-là. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous avec, ces 3 clés, sur, justement comment, pouvoir mieux, réussir enfin pour augmenter ses chances de réussite à l'international par les soft skills avec notamment la capacité à apprendre, la capacité à être, adaptable et à travailler son adaptabilité et également à travailler sa persévérance. Voilà, parce que, bah, parfois ça ne marche pas toujours et on a besoin aussi de cette patience, de cette capacité à persévérer malgré nous. Et alors ça j'avais également alors, bien entendu, on a vraiment touché la surface des soft skills. Il y a énormément de choses, on pourrait aller beaucoup plus loin. Mais c'est vrai que là, par rapport à la contrainte de temps, bah, j'ai pris vraiment l'essentiel par rapport à notre sujet du jour qui est donc les soft skills pour, l'international et bah, pour les personnes qui, aimeraient aller plus loin, qui sont curieux, qui veulent creuser un peu plus sur la notion de soft skills, si jamais ça peut vous intéresser, bah, j'ai créé un magazine qui est gratuit, qui s'appelle Soft Skills Magazine et qui est téléchargeable, voilà, gratuitement sur mon site. Donc, Sana, est-ce que vous êtes OK si je mets le lien du site pour les personnes qui seraient peut-être intéressées, pour en savoir Bien plus? sûr, on peut même le OK. partager nous-mêmes aussi, hein. OK. Très bien, voilà, je vous ai mis le lien, du site et vous allez pouvoir, découvrir Sosky Magazine. Vous avez plein d'éditions, une dizaine d'éditions avec plein d'interviews et ça vous permettra aussi, par rapport à tout ce que j'ai dit, bah, d'avoir plus de nuances. Parce qu'en effet, moi j'ai mon approche, mais dans le magazine, vous allez avoir, des interviews d'autres experts, d'autres professionnels, qui vous apportera également d'autres perspectives sur ces sujets-là. Donc on a parlé de beaucoup de choses, c'était très dense. Maintenant, il nous reste encore, bah, quelques minutes si vous avez des questions. Ouais, on va en fait, activer les caméras et les micros pour le Ouais. public. Voilà, je vais le faire. Alors, en attendant que les personnes activent leur micro et leur caméra, il y a une question d'Elisabeth qui dit: «Est-ce que la démission est un échec dans la vie?» Pour ma part, alors je vous donne mon avis, hein, c'est pas une vérité, mais pour ma part, une démission, c'est-à-dire que le fait que je choisisse de mettre un terme à un poste, pour moi, ce n'est que, le début d'un nouveau chapitre. C'est que vous prenez la décision de terminer un chapitre pour passer à un autre. Pour moi, c'est que ça, en fait. C'est pas du tout un échec, c'est une décision.
d'un parcours de vie et il y en a si vous savez la quantité de personnes qui osent démissionner pour passer à autre chose, heu, non, il y en a plein. Ça demande du courage, ça demande de l'audace, donc pour moi, ce n'est pas du tout un échec. Par contre, c'est difficile. Alors, on a Ouda qui écrit une question, dans le chat. Comment gérer le problème de prise de parole? De prise de décision, pardon, je sais pas pourquoi, voilà, je suis, de prise de décision. Eh bien, alors ça, c'est pas simple parce que c'est vrai que c'est quelque chose sur lesquels moi aussi j'ai eu beaucoup de difficultés. Mais pour ma part, il y a plusieurs éléments que j'ai mis en place pour m'aider pour la prise de décision. La première, c'est une contrainte temporelle, de me donner un timing pour prendre la décision, sinon je vais procrastiner la décision, indéfiniment parce que j'ai pas envie de la prendre. Donc premier élément, ça contraint de temps. Deuxième élément, c'est de neutraliser les émotions parce que, pour ma part, quand je prends des décisions avec émotion, c'est généralement pas souvent les meilleures décisions que je pourrais prendre pour moi, donc je préfère être en mode rationnel qu'en mode émotionnel pour prendre une décision. Donc comment je fais pour cela? Eh bien, c'est tout simple, c'est que quand j'ai une décision, bah, j'ai plusieurs options. Donc je fais un tableau avec mes différentes options et je mets des critères de prise de décision. Donc ça peut être des critères quantitatifs, des critères qualitatifs. Donc imaginons que j'hésite sur, 3 postes, 3 postes, 3 offres d'emploi. Je mets mes 3 offres d'emploi et je vais mettre des critères comme par exemple, salaire, plaisir, challenge, potentiel et cetera. Et après je vais mettre une note de 0 à 10 dans chacun des critères pour chacune des options. Je vais additionner tout ça et ça me fait un classement. Et comme c'est des chiffres, du coup, il y a plus l'émotion qui est là, c'est que des chiffres. Et personnellement, ça, c'est quelque chose qui m'aide à prendre des décisions de manière rationnelle plutôt qu'émotionnelle. Alors, il y a invité qui écrit: «Comment gérer le travail sous pression?» Alors là, c'est très vaste comme sujet. Hem, je dirais que ça touche à beaucoup de choses. Donc déjà, il y a la gestion de la pression. Donc là, on a vu un exercice, par exemple, tout à l'heure, où comment on peut décompresser justement avec le souffle. Et là, on peut prendre au sens littéral. Je libère la pression en expirant. Et après, pour moi, c'est là, la communication. C'est que si je suis sous pression au travail, c'est peut-être qu'il y a un problème de communication avec mes collègues ou avec mes supérieurs hiérarchiques et que, l'idéal, c'est de trouver une solution pour que, ce soit plus fluide et plus agréable pour tout le monde. Comment surpasser le problème de terminer un projet, de l'achever? Alors, le problème, alors si le problème est de le terminer, non, je pense que, hem, comment arriver au bout de son projet? C'est comme ça que je comprends la question et pour moi, c'est déjà la priorisation. C'est de prioriser qu'est-ce qui est le plus important et pour ça, j'ai une lecture que je vous recommande, heu, de ce livre-là, qui s'appelle The One Thing, que je trouve génial, qui est tout simple, qui est tout léger, qui se lit super bien et qui, pour moi, a été un vrai déclic sur la capacité à prioriser. Et en fait, la question que j'ai apprise, qui est toute simple, c'est: quelle est l'action qui aura le plus d'impact sur tout le reste? Et si, tous les jours, je commence ma journée par ça, cette question. Et aujourd'hui, quelle est l'action qui aura le plus grand impact sur tout le reste? Et si vous faites ça tous les jours, et bien, à chaque fois, vous allez réussir à prioriser l'action la plus impactante. Et pour moi, c'est, l'astuce la plus puissante que j'ai trouvée jusqu'à maintenant pour aller au bout de mes projets. Et bien entendu, enfin, il y a plus, mais, si je devais en choisir une, c'est ça, en plus de tout ce qu'on a dit aujourd'hui autour de, la persévérance, l'autodiscipline et cetera. Ah, la procrastination, ça, c'est un sujet ultra vague, enfin ultra vaste, pardon, très précis, mais très vaste. Et là, pour ça,
J'ai pas de recette miracle si ce n'est les petites astuces que je vous ai partagées. Je vais me créer un programme, ouais, j'accompagne en ce moment d'ailleurs, je crois qu'il y a Isabelle qui est là. Ouais, je suis un programme de 3 mois pour justement, mieux gérer la procrastination et en fait, ce que l'on voit ensemble, c'est déjà pour moi la base, avant même de parler d'astuces et cetera, c'est de comprendre pourquoi vous procrastinez, en fait. Donc une astuce, bah, c'est déjà, de faire la liste des tâches que vous procrastinez et de vous poser la question: «Qu'est-ce qui fait que vous procrastinez?» Est-ce que c'est la peur de mal faire? Est-ce que c'est la peur du jugement? Est-ce que c'est la peur de pas arriver au bout? Et mieux vous allez comprendre ce qui se cache derrière la procrastination, plus vous allez mieux facilement vous allez trouver les leviers qui vont vous y aider. Alors il y a d'autres questions. Est-ce que c'est préférable de travailler sur une première matière, par exemple pour l'achever, ou bien changer entre plusieurs matières à intervalles de temps? Merci. Alors là, ça dépend vraiment des personnes, tout le monde est différent. Pour ma part, quand j'étais encore étudiant, je faisais pas matière par matière, mais j'essayais d'organiser mon temps pour pouvoir chaque semaine avancer sur toutes les matières. Et donc ça, c'était ma stratégie d'apprentissage à l'époque et vraiment donc de fonctionner comme ça. Comment faire quand on ne se sent pas bien au travail? Ben, là, ça c'est trop là, je peux pas donner d'astuce, c'est trop complexe parce que ça dépend de trop d'indicateurs. Moi, je dirais, c'est d'en parler. D'en parler à ses proches, d'en parler à ses collègues ou à son supérieur pour trouver des solutions pour mieux aller. Mais ouais, je peux là, pour le coup, là, j'ai pas donné d'astuces pour ça, de conseils pour ça, en tout cas. Il y a beaucoup de questions. Ouais, c'est bien, vous me challengez. Hem, alors, comment surpasser la peur de prendre la parole? Le fait qu'on a l'idée des préoccupations sur tel sujet, pourtant, on a peur même du fait de prendre la parole. La peur de prendre il y a un mot pour ça, la peur de prendre la prise de parole en public. Ça s'appelle la glossophobie. Donc si vous avez peur de parler en public, vous êtes des glossophobes. Mais plus sérieusement, donc c'est un vrai mot et en fait, pour ma part, c'est quelle que soit la peur, que ce soit la peur de parler en public ou toute autre peur, hem, c'est d'aller la rencontrer régulièrement, petit à petit. C'est de pas l'éviter, en fait et par exemple, pour ma part, donc déjà, j'avais la peur de parler en public. Donc bah, aujourd'hui, vous en doutez que j'ai moins peur de parler en public et j'ai commencé petit. J'ai pas commencé par, des conférences devant des centaines de personnes. J'ai commencé par déjà choisir un sujet qui me fait plaisir et 2 d'en parler déjà à un petit groupe. Et donc si vous avez peur de parler en public, je sais qu'il y a une association internationale, donc peut-être qu'il y en a une dans là où vous êtes, qui s'appelle The Toastmasters et qui vous permet justement de rejoindre un groupe pour, vous entraîner à parler en public et après de monter comme ça petit à petit en difficulté, de prendre des groupes plus grands ou des sujets plus complexes et d'ensuite, augmenter en difficulté comme ça. Alors oui, il y a, Nawal qui veut prendre la parole. Allez-y, vous pouvez prendre le micro normalement. Ah, je n'entends pas Nawal. Est-ce que vous l'entendez, Sana? Euh, non, je n'entends pas, mais pourtant son micro est désactivé là. Est-ce qu'on peut... Bah ouais, ouais, pourtant c'est bizarre. May, tu m'entends? Tu peux essayer de... Donc, Nawel, bah, Non, faut son micro peut-être est désactivé, hein. ouais, Et, pourtant, en fait, oui, il est pas en mute. Peut-être qu'il faut choisir un autre micro via l'application. c'est avec quelqu'un d'autre, voir si le problème est de chez elle ou... Elle est en train de tester des écouteurs, ça va peut-être marcher. Non, ça marche pas. Ah, c'est dommage, pourtant il voulait prendre la parole.
Ouais. Ah, désolé, Nawal. Alors, il y a Kofi qui dit: «Merci pour la qualité de cette formation. Merci beaucoup, ça me touche. Je suis ravi que ça vous ait plu». Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir pour savoir si ça vient de chez nous, le problème de micro ou de chez elle? Oui, allez-y, prenez le micro pour les autres. Allô? Oui. Non, 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 on n'entend pas. Ah bah ça marche pour les autres, mince. Ouais, ça C'est marche. du côté de Nawal. D'accord. Bon bah désolé, du coup, on n'entend pas Nawal qui voulait parler. Mais je Alors pense je qu'elle regarde peut entre-temps s'il y a d'autres questions. sur le- Ah là, il y a un vibreur qui marche bien. Alors, s'il y avait d'autres questions qui étaient arrivées, il y a Isabelle qui écrit: «Procrastiner aujourd'hui et s'auto-engager à le faire demain au sens propre, remettre au lendemain». Oui, c'est un exercice qu'on a fait également, oui. Bon bah, Nawal, sinon c'était quoi votre question? Peut-être dans le chat, sinon comme le micro ne fonctionne pas. Désolé du coup. OK, bah, merci pour, vos messages. Je suis ravi que ça vous ait plu, que vous repartiez avec des choses qui vous sont utiles. Alors une question de invité: «Comment faire pour diriger l'équipe à suivre une idée sans donner l'impression de domination?» OK. Donc là, on est sur la notion de leadership, c'est-à-dire d'inspirer les gens à vous suivre. Et bah, pour ma part, il y a plusieurs choses que j'aime bien faire déjà. C'est, bah, pour, un projet, c'est que je vais pas positionner les gens sur des choses qu'ils ont pas envie de faire. Je vais toujours m'assurer que la tâche qu'ils font, bah, c'est quelque chose qu'ils ont envie de faire, en fait. Donc déjà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, bah, de leur montrer en quoi travailler sur ce projet-là, ça va les faire grandir, faire monter en compétences, faire, peut-être évoluer dans l'entreprise. Et donc du coup, ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien également, d'être activer, ce qu'on appelle la motivation interne, intrinsèque, qui est donc de donner du sens, qui est de donner le sentiment de monter en compétence et aussi de leur donner le choix. Et pour cela, bah, c'est de leur demander s'ils le souhaitent, en fait. Et s'ils ne le souhaitent pas, de savoir pourquoi, d'où vient, en fait, le blocage pour que, bah, en fait, ils prennent la décision de vous suivre, en fait. Alors, il y a la question quand même de alors, je Noël. crois que c'est Noël. Noël qui a réussi à poser sa question. Ah! Alors j'essaie de retrouver, voilà. Je voulais savoir comment trouver notre passion dans la vie professionnelle. Ouh, c'est une large question. Il y a un outil qui est pas mal, qui s'appelle l'ikigai. Je vous mets dans le chat, vous tapez ça sur Google, vous allez trouver plein, plein de trucs et c'est quelque chose qui peut aider, qui permet d'allier de voir comment la passion peut être aussi, au croisement de, bah, la génération de revenus, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien et après, il y a plein de choses qui sont possibles. Bah, c'est de voir, bah, tout simplement faire la liste de tout ce que vous aimez et de faire un classement avec des notes, par exemple, de qu'est-ce que vous aimez le plus et qu'est-ce que vous aimez le moins et d'avoir, par exemple, votre top 3. Bah, c'est comme ça que j'ai su, bah, c'était, les arts martiaux, par exemple, ça, c'était mon truc. Les jeux vidéo aussi. Bon, j'en ai pas encore fait mon activité professionnelle, mais voilà une autre astuce qui peut aider pour ça et sinon l'ikigai. Ah, c'est quoi ça? Allez, une autre question. Ouh là! OK. Heureusement, je fais la lecture rapide. Alors si je veux lancer mon propre projet, que j'ai pas de garantie de résultat quand on lance un projet, on n'a jamais de garantie de résultat, déjà pour vous rassurer. Devrais-je y renoncer ou trouver un truc où alors, si vous voulez lancer un projet avec, la garantie de résultat, vous ne lancerez jamais. Désolé, là, je suis peut-être un peu cash, mais il y a
Il n'y a jamais de garantie de résultat et on le voit par rapport au monde VICA. Donc, c'est déjà d'accepter que ça peut ne pas marcher. Ça fait partie de la vie, en fait, c'est normal. Donc, moi, je dirais que c'est à partir du moment où vous êtes OK avec ça et que c'est un et que lancer ce projet, s'il ne fonctionne pas, ne va pas vous mettre en péril et que vous êtes OK avec le risque d'échec, alors lancez-vous. Par contre, si le risque d'échec si l'échec aura un impact trop fort dans votre vie, si l'échec serait trop dangereux, dans ce cas-là, ça ne vaut pas la peine. Donc c'est vraiment une gestion des risques et de se dire: «Bah, si je suis OK avec le fait que ça ne marche pas, alors je me lance. Si ça ne marche pas et que ça me met trop en difficulté financière et cetera, vaut mieux pas y aller». En tout cas, c'est plus ma conception des choses. OK, donc là, il y a, Melek Ridili qui, partage une astuce dans le chat. Yes, eh bien, je vous propose qu'on en reste là. Il y a eu énormément déjà d'informations de partager. Je pense que, en plus, comme ça a été enregistré, j'imagine que vous allez, partager l'enregistrement aux inscrits, c'est ça, Sana? Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Jérôme. Vraiment, on a appris beaucoup de choses, beaucoup d'outils et beaucoup d'astuces intéressantes. Oui, on va envoyer, en fait, on a téléchargé la liste des participants. Là, on est arrivé au pic 95 participants. Voilà, donc ça pouvait être mieux, hein, on avait 300 inscrits quand même. Ah, c'est déjà Mais pas mal, merci hein. beaucoup, oui, merci beaucoup à tout le public vraiment qui nous suit. Merci à Jérôme, merci à vous tous. On va vous envoyer en fait, excusez-moi si on peut éteindre, voilà, fermer le micro. Merci beaucoup, Jérôme. Merci, Sana. On va vous Merci. envoyer Merci beaucoup. l'enregistrement et pour tous ceux qui veulent Et à une bientôt. attestation, s'il vous plaît, pour tous ceux qui veulent une attestation de l'Agence universitaire de la francophonie pour ce webinaire, il faut envoyer juste un mail à Maï Fawaz, celle qui vous a envoyé le lien. Voilà, c'est sur demande parce que vous êtes nombreux. Et un grand merci à Jérôme, vraiment, c'était un Merci à vous, plaisir de avec vous grand plaisir. recevoir. Et on est toujours partant hein, pour une collaboration. Ça Merci marche, bah, beaucoup avec à grand vous tous. plaisir. À très Bonne bientôt. continuation, à très Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.